des enjeux, des défis, du cap que nous nous fixons. Je suis là aujourd'hui pour vous dire des choses, peut-être certaines que vous avez déjà entendues par d'autres voix, par les médias en particulier, d'autres que vous aurez un peu moins entendues, car certains de nos messages parfois passent moins facilement. Je suis surtout là pour vous écouter, pour répondre parfois à vos questions lorsque j'aurai des éléments de réponse, pour remonter vos préoccupations, vos interrogations auprès de mes collègues ministres, auprès du gouvernement, lorsque cela sera nécessaire. Je suis pour ma part déjà très heureuse d'être venue à Lorient depuis ce matin où j'ai reçu un accueil absolument formidable. Gwendal vous a un peu décrit la journée que nous venons de passer, je n'y reviendrai pas, mais c'est vrai que j'ai entendu déjà beaucoup de choses. Mais commençons par peut-être un rapide retour sur ce qui fait l'activité du gouvernement de Jean-Marc Ayrault ces 4 derniers mois. Le cap, tel que le président de la République a eu l'occasion de le définir, ce que nous avons déjà adopté comme politique publique et ce que nous nous apprêtons à adopter. On pourrait le résumer de la façon suivante. 2 ans pour opérer le redressement du pays. 2 ans pour pouvoir construire la société solidaire à laquelle nous croyons et pour laquelle nous nous sommes engagés dans ce gouvernement. Dans ces 2 ans, la notion principale reste la justice. Le redressement, certes, mais des efforts partagés et des efforts équitables en fonction du pouvoir d'achat des uns et des autres. L'idée étant qu'on n'arrivera pas à relancer la croissance dans ce pays si on porte préjudice au pouvoir d'achat des ménages, et en particulier de ceux qui sont le plus en mesure de consommer, des classes populaires, des classes moyennes. Donc évidemment, une sanctuarisation de ce pouvoir d'achat, et même, dès que cela nous est possible, une augmentation de ce pouvoir d'achat. En même temps, relancer la croissance, je le disais, ça nécessite évidemment de soutenir l'investissement, de soutenir l'entreprise, la création d'activités, de soutenir les petites et moyennes entreprises en particulier. Et puis, dernier point de ce cap, je dirais que c'est une rénovation en profondeur du modèle français, avec en particulier, dans la construction des politiques publiques, plus de dialogue que nous n'en avons eu ces dernières années, parce que c'est par le dialogue que nous arriverons à construire des solutions audacieuses dans tous les domaines, audacieuses et en même temps partagées si nous voulons construire une société apaisée. Je crois que c'est un objectif que nous pouvons partager. Alors, beaucoup a déjà été engagé, parce que les choses vont vite, évidemment. Il a fallu répondre dès notre arrivée à un certain nombre d'urgences. Sans m'attarder, je rappellerai simplement qu'en matière de pouvoir d'achat, par exemple, nous avons d'ores et déjà fait en sorte d'encadrer les loyers dans les zones en tension. Je sais que ça parle à beaucoup d'entre vous. Nous avons fait en sorte de limiter la hausse des tarifs de l'électricité et du gaz. Nous avons fait en sorte de donner un coup de pouce, même s'il est limité. C'était un coup de pouce qui était attendu depuis longtemps au SMIC. Pour faire face à la dégradation des comptes publics, nous avons pris un certain nombre de mesures, comme le doublement de la taxe sur les transactions financières ou la taxation d'un certain nombre de secteurs pétroliers, bancaires, etc., qui permettent d'apporter de nouvelles recettes à l'État. Quand je dis faire face à la dégradation des comptes publics, entendons-nous bien, le véritable problème aujourd'hui, ça n'est pas de se fixer un objectif de déficit public comme on entend un peu de façon abstraite pour le plaisir de se fixer un objectif de déficit public. Le véritable problème, si on devait le résumer, c'est qu'aujourd'hui, la première dépense de l'État, c'est le remboursement des intérêts de la dette et que cette première dépense, elle est plus importante que celle qui est consacrée à l'éducation nationale, par exemple, et que ça n'est pas normal et que si nous voulons mettre fin à ce système totalement délétère, eh bien, il faut bien, en effet, rééquilibrer nos comptes publics. C'est à cela que ça sert. Puis nous avons eu à cœur aussi, pendant ces premières semaines, pendant ces premiers mois, de mettre fin à un certain nombre d'injustices que nous ne pouvions tolérer. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'abroger la fameuse TVA sociale qui avait été adoptée par le précédent gouvernement, qui devait normalement peser sur chacun d'entre nous, sur chacun d'entre vous, à partir de ce mois d'octobre, et qui devait ponctionner pour quelques 12 milliards d'euros sur le pouvoir d'achat, en particulier des classes populaires et des classes moyennes. Donc nous avons préféré y mettre fin, tout comme nous avons toujours dans le souci de ramener un peu de justice et de mesure dans les choses, décidé d'encadrer les hautes rémunérations dans les entreprises publiques, ou encore dans un tout autre domaine, décider, ça vous intéressera tout particulièrement,
particulièrement, de mettre fin à des mesures à la fois injustes et absurdes, comme par exemple la circulaire sur les étudiants étrangers qui avait été adoptée durant l'ancien quinquennat et à laquelle il a été mis fin, car évidemment notre système universitaire comme notre pays a tout intérêt à accueillir des étudiants étrangers, à leur laisser la possibilité non seulement de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions, mais aussi de trouver ici une activité. Bonjour, Nadine Touvenin de l'association Idées détournées de Lorient. Vous parlez de l'avenir des jeunes et en fait dans notre association, nous sommes confrontés quotidiennement à accueillir des jeunes qui sont souvent perdus. Ils sont parfois très jeunes et parfois ils sont surdiplômés. Et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir un service civique. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et il a été mis en place donc en 2010. Et aujourd'hui, je voulais savoir qu'en sera-t-il demain de ce service civique, puisque il paraît qu'il est peut-être amené à disparaître. Donc je ne sais pas, ça c'est des bruits de couloir, mais justement en fait ça m'intéresse, voilà. Et en tout cas, là pour des jeunes de 16 ans qui sont un petit peu en déscolarisation, ça les aide en fait parfois à se remettre le pied à l'étrier. Non, je préfère lever le malentendu tout de suite. Le service civique n'a pas vocation à disparaître, bien au contraire, c'est une très belle expérience qui a plutôt vocation à se développer. Non, ce qui est vrai, c'est peut-être ça qui a nourri cette espèce de rumeur, c'est que en fait, on s'est quand même un peu rendu compte en arrivant aux responsabilités, même si on s'en doutait avant d'y arriver, que le précédent gouvernement, pour créer le service civique, ce qui était une bonne chose, hein, franchement, moi je n'ai pas d'ambiguïté sur ce sujet, mais pour créer le service civique, avait un peu déshabillé Pierre pour habiller Paul. C'est-à-dire qu'en gros, on a un peu déshabillé la vie associative. Vous avez sans doute remarqué que le secteur associatif ces dernières années a été de moins en moins soutenu pour mettre tous les moyens sur le service civique. Et donc, je pense que le défi de ma collègue Valérie Fournéron en charge du secteur associatif et de la jeunesse est aujourd'hui de trouver les moyens de répondre aux deux enjeux, parce que la vie associative, enfin moi j'ai été élue locale en charge de la vie associative, donc je sais trop bien à quel point les associations remplissent des quasi-missions de service public qui, si elles ne les remplissaient pas, elles, coûteraient beaucoup plus cher à la collectivité publique, beaucoup plus cher au pouvoir public à remplir. Donc moi je pense que nous devons absolument trouver le moyen à la fois de continuer et de développer le service civique. Et d'ailleurs, à titre personnel, comme ministre des droits des femmes, figurez-vous que j'ai une opération qui va commencer bientôt où je fais appel à 1000 services civiques pour, sur tout le territoire, aller finalement construire l'égalité. Et en même temps, je le disais, et en même temps revenir sur le terrain du soutien au tissu associatif qui est absolument essentiel. Bonjour. Donc, Jérémy Clairaut, je suis élu au conseil d'administration de l'université en tant qu'élu indépendant et accessoirement citoyen aussi. Donc, moi, j'aimerais avoir quelques éclaircissements sur votre vision de l'éducation à moyen terme, sachant qu'aujourd'hui, on a tendance à... On parlait tout à l'heure, enfin, vous parliez de l'orientation. Et les bons élèves ont tendance à être dirigés dans des filières, donc dans des écoles, dans des classes prépa, dans ce type de formation. Et l'université a tendance à tomber un peu en désuétude. Et on est mis en opposition avec les deux formations, quoi, les écoles d'un côté et l'université. Donc les bons vont à l'école, les mauvais vont à l'université. C'est pas forcément le cas, mais c'est comme ça que c'est ressenti, notamment dans les lycées et dans les formations du secondaire. Et en gros, je trouve ça un peu malsain, si vous voulez, parce que de mettre en opposition ces deux types de formations. Parce que au niveau des financements, si vous voulez, on voit aujourd'hui avec la LRU notamment, des écoles qui s'en sortent très bien parce qu'ils ont des partenaires avec des privés et qui sont larges au niveau financier. Et on voit des universités, par exemple, comme la nôtre, où on est obligé d'aller quémander au ministère pour avoir des rallonges budgétaires à cause de l'augmentation de la masse salariale qui est naturelle, mais qui a été
pas été prises en compte. Et ça devient assez difficile, je vois, au niveau global pour l'université. J'évoquais tout à l'heure le fait que ça faisait partie de nos priorités, l'université. Parce qu'au fond, quand on dit nos priorités, c'est l'enseignement, la justice, la police. Dans l'enseignement, on parle non seulement de l'école primaire, secondaire, mais on parle aussi de l'université. D'ailleurs, on a créé un certain nombre de postes d'ores et déjà. Mais il ne s'agit pas simplement de création de postes, il s'agit d'amphis surchargés, il s'agit d'universités, pour un certain nombre d'entre elles, assez vieillottes, de locaux qu'il faudrait évidemment moderniser, etc. Donc il y a, à mon avis, un véritable enjeu qui est en train de se discuter en ce moment même dans le cadre des assises. J'imagine que vous y participez, donc il faudra y défendre ce point de vue. Au-delà des moyens dont bénéficie l'université, il y a deux choses. D'abord, il y a la question de l'image, en effet, parce que ce n'est pas simplement une question de moyens quand on compare les grandes écoles et l'université. Donc, je pense qu'il y a nécessité de communiquer davantage qu'on ne le fait aujourd'hui sur les belles réussites que produit l'université. Ça, c'est aussi un travail à faire au niveau médiatique et au niveau gouvernemental. Et je suis sensible à ce que vous disiez. L'image des universités mérite parfois d'être redorée. Il y a ce que vous évoquiez en termes de différences selon les territoires et selon l'université. C'est précisément les failles de la loi LRU, c'est qu'en fait ça a créé une espèce d'université à 2 ou à 3 vitesses en fonction de celles qui ont finalement suffisamment d'atouts à faire valoir pour récupérer des fonds privés et puis les autres. Et puis le dernier, donc c'est ça que nous voulons revoir justement dans le cadre des assises. Et puis le dernier sujet, c'est la question des passerelles indispensables à créer entre les études et de la possibilité qui doit être offerte beaucoup plus qu'aujourd'hui de commencer à l'université, de faire un passage par une grande école, de revenir à l'université et vice-versa. Je pense que c'est aussi comme cela qu'on en finira avec ces deux mondes qui trop souvent s'ignorent, se comparent et qui ne devraient pas, parce que je pense que finalement, ils se complètent bien. On apprend souvent des choses assez différentes à l'université de ce qu'on apprend dans les grandes écoles, mais les deux sont utiles aux étudiants que vous êtes et aux salariés ou aux entrepreneurs.